La reine Margot, partie 17 du livre audio, chapitre 20 du tome 2. Le pavillon de François Ier. C'était une belle chose que la chasse à l'oiseau faite par des rois. Quand les rois étaient presque des demi-dieux et que la chasse était non seulement un loisir, mais un art. Néanmoins, nous devons quitter ce spectacle royal pour pénétrer dans un endroit de la forêt où tous les acteurs de la scène que nous venons de raconter vont nous rejoindre bientôt. À droite de l'allée de violettes, longue arcade de feuillage, retraite moussue où, parmi les lavandes et les bruyères, un lièvre inquiet dresse de temps en temps les oreilles, tandis que le daim errant lève sa tête chargée de bois, ouvre les naseaux et écoute, est une clairière assez éloignée pour que de la route on ne la voie pas, mais pas assez pour que de cette clairière on ne voie pas la route. Au milieu de cette clairière, deux hommes couchés sur l'herbe, ayant sous eux un manteau de voyage, à leur côté une longue épée, et auprès d'eux chacun un mousqueton à gueule évasée, qu'on appelait alors un poitrinal, ressemblaient de loin, par l'élégance de leur costume, à ces joyeux deviseurs du Décaméron. De près, par la menace de leurs armes, à ces bandits de bois que 100 ans plus tard Salvator Rosa peignit d'après nature dans ses paysages. L'un d'eux était appuyé sur un genou et sur une main, et écoutait comme un de ces lièvres ou de ces daims dont nous avons parlé tout à l'heure. « Il me semble, dit celui-ci, que la chasse s'était singulièrement rapprochée de nous tout à l'heure. J'ai entendu jusqu'au cri des veneurs encourageant le faucon. » Et maintenant, dit l'autre, qui paraissait attendre les événements avec beaucoup plus de philosophie que son camarade. Maintenant, je n'entends plus rien. Il faut qu'il se soit éloigné. Je t'avais bien dit que c'était un mauvais endroit pour l'observation. On n'est pas vu, c'est vrai, mais on ne voit pas. Que diable, mon cher Hannibal, dit le premier des interlocuteurs. Il fallait bien mettre quelque part nos 2 chevaux à nous, puis nos 2 chevaux de main, puis ces 2 mules si chargées que je ne sais pas comment elles feront pour nous suivre. Or, je ne connais que ces vieux êtres et ces chaînes séculaires qui puissent se charger convenablement de cette difficile besogne. J'oserais donc dire que, loin de blâmer comme toi, monsieur de Mouy, je reconnais, dans tous les préparatifs de cette entreprise qu'il a dirigée, le sens profond d'un véritable conspirateur. Bon, dit le second gentilhomme, dans lequel notre lecteur a déjà bien certainement reconnu Coconas. Bon, voilà le mot lâché, je l'attendais. Je t'y prends. Nous conspirons, donc. Nous ne conspirons pas, nous servons le roi et la reine. Qui conspire, ce qui revient exactement au même pour nous. Coconas, je te l'ai dit, reprit la Mole, je ne te force pas le moins du monde à me suivre dans cette aventure qu'un sentiment particulier que tu ne partages pas, que tu ne peux partager, me fait seul entreprendre. Eh, mordi, qui est-ce donc qui dit que tu me forces ? D'abord, je ne sache pas un homme qui pourrait forcer Coconas à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais crois-tu que je te laisserai aller sans te suivre ? Surtout quand je vois que tu vas au diable ? Hannibal, Hannibal, dit la Mole, je crois que j'aperçois là-bas sa blanche haquenée. Oh, c'est étrange comme, rien que de penser qu'elle vient, mon cœur bat. Eh bien, c'est drôle, dit Coconas en bâillant. Le cœur ne me bat pas du tout, à moi. Ce n'était pas elle, dit la Mole. Qu'est-il donc arrivé ? C'était pour midi, ce me semble. Il est arrivé qu'il n'est point midi, dit Coconas. Voilà tout. Et que nous avons encore le temps de faire un somme à ce qu'il paraît. Et sur cette conviction, Coconas s'étendit sur son manteau en homme qui va joindre le précepte aux paroles. Mais comme son oreille touchait la terre, il demeura le doigt levé et faisant signe à la Mole de se taire. « Qu'y a-t-il donc » demanda celui-ci. « Silence. Cette fois j'entends quelque chose et je ne me trompe pas. » C'est singulier, j'ai beau écouter, je n'entends rien, moi. Tu n'entends rien ? Non. Eh bien, dit Coconas en se soulevant et en posant la main sur le bras de la Mole. Regarde ce daim. Où ? Là-bas ? Et Coconas montra du doigt l'animal à la Mole.
Eh bien, tu vas voir. La Mole regarda l'animal, la tête inclinée comme s'il s'apprêtait à brouter. Il écoutait immobile. Bientôt, il releva son front chargé de bois superbe et tendit l'oreille du côté d'où, sans doute, venait le bruit. Puis, tout à coup, sans cause apparente, il partit, rapide comme l'éclair. « Oh oh » dit la Mole, « je crois que tu as raison, car voilà le daim qui s'enfuit. »« Donc, puisqu'il s'enfuit, dit Coconas, c'est qu'il entend ce que tu n'entends pas. » En effet, un bruit sourd et à peine perceptible frémissait vaguement dans l'herbe. Pour des oreilles moins exercées, c'eût été le vent. Pour des cavaliers, c'était un galop lointain de chevaux. La Mole fut sur pied en un moment. « Les voici, dit-il, alerte !» Coconas se leva, mais plus tranquillement. La vivacité du piémontais semblait être passée dans le cœur de la Mole, tandis qu'au contraire, l'insouciance de celui-ci semblait à son tour s'être emparée de son ami. C'est que l'un, dans cette circonstance, agissait d'enthousiasme et l'autre à contre-cœur. Bientôt, un bruit égal et cadencé frappa l'oreille des deux amis. Le hennissement d'un cheval fit dresser l'oreille aux chevaux qu'ils tenaient près à 10 pas d'eux, et dans l'allée passa, comme une ombre blanche, une femme qui, se tournant de leur côté, fit un signe étrange et disparut. « La reine !» s'écrièrent-ils ensemble. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit Coconas. « Elle a fait ainsi, dit la Mole, ce qui signifie « tout à l'heure ». « Elle a fait ainsi, dit Coconas, ce qui signifie « partez ». Ce signe répond à « attendez-moi ». Ce signe répond à « sauvez-vous ». Eh bien, dit la Mole, agissons chacun selon notre conviction. Pars, je resterai. Coconas haussa les épaules et se recoucha. Au même instant, en sens inverse du chemin qu'avait suivi la reine, mais par la même allée, passa, bride abattue, une troupe de cavaliers que les deux amis reconnurent pour des protestants ardents, presque furieux. Leurs chevaux bondissaient comme ces sauterelles dont parle Job. Ils parurent et disparurent. « Peste, cela devient grave, dit Coconas en se relevant. Allons au pavillon de François Ier. Au contraire, n'y allons pas, dit la Mole. Si nous sommes découverts, c'est sur ce pavillon que se portera d'abord l'attention du roi, puisque c'était là le rendez-vous général. Cette fois, tu peux bien avoir raison, grommela Coconas. Coconas n'avait pas prononcé ces paroles qu'un cavalier passa comme l'éclair au milieu des arbres, et franchissant fossés, buissons, barrières, arriva près des deux gentilshommes. Il tenait un pistolet de chaque main et guidait des genoux seulement son cheval dans cette course furieuse. « Monsieur de Mouy !» s'écria Coconas inquiet et devenu plus alerte maintenant que la Mole. Monsieur de Mouy fuyant. « On se sauve donc ?»« Hé, vite !» cria le Huguenot. « Détalez, tout est perdu. J'ai fait un détour pour vous le dire. En route !» Et comme il n'avait pas cessé de courir en prononçant ces paroles, il était déjà loin quand elles furent achevées, et par conséquent lorsque la Mole et Coconas en saisirent complètement le sens. « Et la reine !» cria la Mole, mais la voix du jeune homme se perdit dans l'espace. De Mouy était déjà à une trop grande distance pour l'entendre, et surtout pour lui répondre. Coconas eut bientôt pris son parti. Tandis que la Mole restait immobile et suivait des yeux de Mouy qui disparaissait entre les branches qui s'ouvraient devant lui et se refermaient sur lui, il courut aux chevaux, les amena, sauta sur le sien, jeta la bride de l'autre aux mains de la Mole et s'apprêta à piquer. « Allons, allons, dit-il, je répéterai ce qu'a dit de Mouy. En route ! Et de Mouy est un monsieur qui parle bien. En route, la Mole. » « Un instant, dit la Mole, nous sommes venus ici pour quelque chose. »« À moins que ce ne soit pour nous faire pendre, répondit Coconas, je te conseille de ne pas perdre de temps. Je devine, tu vas faire de la rhétorique, paraphraser le mot fuir, parler d'Horace qui jeta son bouclier et d'Épaminondas qu'on rapporta sur le sien. Mais je dirai un seul mot. Où fuit Monsieur de Mouy de Saint-Phal, tout le monde peut fuir. Monsieur de Mouy de Saint-Phal, dit la Mole, n'est pas chargé d'enlever la reine Marguerite. Monsieur de Mouy de Saint-Phal n'aime pas la reine Marguerite.
Mordi, et il fait bien, si cet amour devait lui faire des sottises pareilles à celles que je te vois méditer. Que 500 000 diables d'enfer enlèvent l'amour qui peut coûter la tête à 2 braves gentilshommes. Corne de bœuf, comme dit le roi Charles, nous conspirons, mon cher, et quand on conspire mal, il faut se bien sauver. Ancelle, la Mole. Sauve-toi, mon cher, je ne t'en empêche pas. Et même, je t'y invite. Ta vie est plus précieuse que la mienne. Défends donc ta vie. Il faut me dire, Coconas, faisons-nous pendre ensemble, et non me dire, Coconas, sauve-toi tout seul. Bah, mon ami, répondit la Mole, la corde est faite pour les manants, et non pour des gentilshommes comme nous. Je commence à croire, dit Coconas avec un soupir, que la précaution que j'ai prise n'est pas mauvaise. Laquelle? De me faire un ami du bourreau. Tu es sinistre, mon cher Coconas. Mais enfin, que faisons-nous? S'écria celui-ci impatienté. Nous allons retrouver la reine. Où cela? Je n'en sais rien. Retrouver le roi? Où cela? Je n'en sais rien. Mais nous le retrouverons et nous ferons à nous deux ce que 50 personnes n'ont pu ou n'ont osé faire. Tu me prends par l'amour-propre, Hyacinthe. C'est mauvais signe. Eh bien, voyons, à cheval et partons. C'est bien heureux. La Mole se retourna pour prendre le pommeau de la selle, mais au moment où il mettait le pied à l'étrier, une voix impérieuse se fit entendre. « Halte là! Rendez-vous !» dit la voix. En même temps, une figure d'homme parut derrière un chêne, puis une autre, puis 30. C'étaient les chevaux légers qui, devenus fantassins, s'étaient glissés à plat ventre dans les bruyères et fouillaient dans le bois. « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» murmura Coconas. Une espèce de rugissement sourd fut la réponse de la Mole. Les chevaux légers étaient encore à 30 pas des deux amis. « Voyons, continua le Piémontais, parlant tout haut au lieutenant des chevaux légers et tout bas à la Mole. « Messieurs, qu'y a-t-il » Le lieutenant ordonna de coucher en joue les deux amis. Coconas continua tout bas. « En selle. La Mole. Il en est temps encore. Saute à cheval, comme je t'ai vu 100 fois, et partons. » Puis se retournant vers les chevaux légers. « Eh, que diable, messieurs, ne tirez pas. Vous pourriez tuer des amis. » Puis, à la Mole, « À travers les arbres, on tire mal. Ils tireront et nous manquerons. » « Impossible, dit la Mole. Nous ne pouvons emmener avec nous le cheval de Marguerite et les 2 mules. Ce cheval et ces 2 mules la compromettraient, tandis que, par mes réponses, j'éloignerais tout soupçon. Pars, mon ami, pars. « Messieurs, dit Coconas en tirant son épée et en l'élevant en l'air, messieurs, nous sommes tout rendus. » Les chevaux légers relevèrent leurs mousquetons. « Mais d'abord, pourquoi faut-il que nous nous rendions ? Vous le demanderez au roi de Navarre. Quel crime avons-nous commis ? Monsieur d'Alençon vous le dira. » Coconas et la Mole se regardèrent. Le nom de leur ennemi en un pareil moment était peu fait pour les rassurer. Cependant, ni l'un ni l'autre ne fit résistance. Coconas fut invité à descendre de cheval, manœuvre qu'il exécuta sans observation. Puis tous deux furent placés au centre des chevaux légers et l'on prit la route du pavillon de François Ier. « Tu voulais voir le pavillon de François Ier, dit Coconas à la Mole, en apercevant, à travers les arbres, les murs d'une charmante fabrique gothique. « Eh bien, il paraît que tu le verras. » La Mole ne répondit rien et tendit seulement la main à Coconas. À côté de ce charmant pavillon, bâti du temps de Louis XII et qu'on appelait le pavillon de François Ier parce que celui-ci le choisissait toujours pour ses rendez-vous de chasse, était une espèce de hutte élevée pour les piqueurs et qui disparaissait en quelque sorte sous les mousquets et sous les hallebardes et les épées reluisantes, comme une taupinière sous une moisson blanchissante. C'était dans cette hutte qu'avaient été conduits les prisonniers. Maintenant, éclairons la situation fort nuageuse, pour les deux amis surtout, en racontant ce qui s'était passé. Les gentilshommes protestants s'étaient réunis, comme la chose avait été convenue, dans le pavillon de François Ier, dont, on le sait, Demouy s'était procuré la clé. Maître de la forêt, à ce qu'il croyait du moins,
ils avaient posé par-ci, par-là quelques sentinelles que les chevaux légers, moyennant un changement d'écharpe blanche en écharpe rouge, précaution due au zèle ingénieux de M. de Nançay, avaient enlevé sans coup férir par une surprise vigoureuse. Les chevaux légers avaient continué leur battue, cernant le pavillon, mais de Mouy, qui, ainsi que nous l'avons dit, attendait le roi au bout de l'allée des Violettes, avait vu ses écharpes rouges marchant à pas de loup, et dès ce moment les écharpes rouges lui avaient paru suspectes. Il s'était donc jeté de côté pour n'être point vu, et avait remarqué que le vaste cercle se rétrécissait de manière à battre la forêt et à envelopper le lieu du rendez-vous. Puis, en même temps, au fond de l'allée principale, il avait vu poindre les aigrettes blanches et briller les arquebuses de la garde du roi. Enfin, il avait reconnu le roi lui-même, tandis que du côté opposé, il avait aperçu le roi de Navarre. Alors, il avait coupé l'air en croix avec son chapeau, ce qui était le signal convenu pour dire que tout était perdu. À ce signal, le roi avait rebroussé chemin et avait disparu. Aussitôt De Mouy, enfonçant les deux larges molettes de ses éperons dans le ventre de son cheval, avait pris la fuite, et tout en fuyant avait jeté les paroles d'avertissement que nous avons dites à La Mole et à Coconas. Or, le roi, qui s'était aperçu de la disparition de Henri et de Marguerite, arrivait escorté de M. d'Alençon pour les voir sortir tous deux de la hutte où il avait dit de renfermer tout ce qui se trouverait non seulement dans le pavillon, mais encore dans la forêt. d'Alençon, plein de confiance, galopait près du roi, dont les douleurs aiguës augmentaient la mauvaise humeur. 2 ou 3 fois, il avait failli s'évanouir, et une fois, il avait vomi jusqu'au sang. « Allons, allons, dit le roi en arrivant. Dépêchons-nous, j'ai hâte de rentrer au Louvre. Tirez-moi tous ces parpaillots du terrier. C'est aujourd'hui Saint Blaise, cousin de Saint Barthélemy. » À ces paroles du roi, toute cette fourmilière de piques et d'arquebuses se mit en mouvement, et l'on força les huguenots, arrêtés soit dans la forêt, soit dans le pavillon, à sortir l'un après l'autre de la cabane. Mais de roi de Navarre, de Marguerite et de Mouy, point. « Eh bien, dit le roi, où est Henri, où est Margot ? Vous me les avez promis, d'Alençon. Hé, Corbeuf, il faut qu'on me les trouve. » « Le roi et la reine de Navarre, dit M. de Nançay. Nous ne les avons pas même aperçus, sire. »« Mais les voilà, dit Madame de Nevers. En effet, à ce moment même, à l'extrémité d'une allée qui donnait sur la rivière, parut Henri et Margot, tous deux calmes comme s'il ne se fût agi de rien. Tous deux, le faucon au poing et amoureusement serrés avec tant d'art que leurs chevaux tout en galopant, non moins unis qu'eux, semblaient se caresser l'un l'autre des naseaux. Ce fut alors que d'Alençon, furieux, fit fouiller les environs, et que l'on trouva La Mole et Coconas sous leur berceau de lierre. Eux aussi firent leur entrée dans le cercle que formaient les gardes avec un fraternel enlacement. Seulement, comme ils n'étaient point rois, ils n'avaient pu se donner si bonne contenance que Henri et Marguerite. La Mole était trop pâle, Coconas était trop rouge. Chapitre 21. Les investigations. Le spectacle qui frappa les 2 jeunes gens en entrant dans le cercle fut de ceux qu'on n'oublie jamais. Ne les ont-tu vus qu'une seule fois, en un seul instant. Charles IX avait, comme nous l'avons dit, regardé défiler tous les gentilshommes enfermés dans la hutte des piqueurs et extraits l'un après l'autre par ses gardes. Lui et d'Alençon suivaient chaque mouvement d'un œil avide, s'attendant à voir sortir le roi de Navarre à son tour. Leur attente avait été trompée. Mais ce n'était point assez. Il fallait savoir ce qu'ils étaient devenus. Aussi, quand au bout de l'allée on vit apparaître les 2 jeunes époux, d'Alençon pâlit. Charles sentit son cœur se dilater, car instinctivement il désirait que tout ce que son frère l'avait forcé de faire retombât sur lui. « Il échappera encore, » murmura François en pâlissant. En ce moment, le roi fut saisi de douleurs d'entrailles si violentes qu'il lâcha la bride, saisit ses flancs des 2 mains et poussa des cris comme un homme en délire. Henri s'approcha avec empressement. Mais pendant le temps qu'il avait mis à parcourir les 200 pas qui le séparaient de son frère, Charles était déjà remis. « D'où venez-vous, monsieur ?
dit le roi avec une dureté de voix qui émut Marguerite. « Mais de la chasse, mon frère, reprit-elle. La chasse était au bord de la rivière et non dans la forêt. Mon faucon s'est emporté sur un faisan, sire, au moment où nous étions restés en arrière pour voir le héron. Et où est le faisan ? Le voici. Un beau coq, n'est-ce pas ? Et Henri, de son air le plus innocent, présenta à Charles son oiseau de pourpre, d'azur et d'or. « Ah ah !» dit Charles. « Et ce faisan pris ? Pourquoi ne m'avez-vous pas rejoint ? » « Parce qu'il avait dirigé son vol vers le parc, sire, de sorte que, lorsque nous sommes descendus sur le bord de la rivière, nous vous avons vu une demi-lieue en avant de nous, remontant déjà vers la forêt. Alors nous nous sommes mis à galoper sur vos traces, car étant de la chasse de votre majesté, nous n'avons pas voulu la perdre. »« Et tous ces gentilshommes, reprit Charles, étaient-ils invités aussi ?»« Quels gentilshommes ?» répondit Henri, en jetant un regard circulaire et interrogatif autour de lui. « Eh, vos huguenots, pardieu !» dit Charles. « Dans tous les cas, si quelqu'un les a invités, ce n'est pas moi. »« Non, sire, » répondit Henri, « mais c'est peut-être monsieur d'Alençon. »« Monsieur d'Alençon ? Comment cela ?»« Moi ?» fit le duc. « Eh oui, mon frère, » reprit Henri. « N'avez-vous pas annoncé hier que vous étiez roi de Navarre ? Eh bien, les Huguenots qui vous ont demandé pour roi viennent vous remercier, vous, d'avoir accepté la couronne, et le roi de l'avoir donnée. N'est-ce pas, messieurs ? » « Oui, oui, crièrent 20 voix. « Vive le duc d'Alençon ! Vive le roi Charles !»« Je ne suis pas le roi des Huguenots, » dit François, pâlissant de colère. Puis, jetant à la dérobée un regard sur Charles, « Et j'espère bien, » ajouta-t-il, « ne l'être jamais. » « N'importe, » dit Charles. « Vous saurez, Henri, que je trouve tout cela étrange. »« Sire, » dit le roi de Navarre avec fermeté, « on dirait, Dieu me pardonne, que je subis un interrogatoire. »« Et si je vous disais que je vous interroge, que répondriez-vous ? » ?»« Que je suis roi comme vous, sire, » dit fièrement Henri, « car ce n'est pas la couronne, mais la naissance qui fait la royauté, et que je répondrai à mon frère et à mon ami, mais jamais à mon juge. »« Je voudrais bien savoir, cependant, » murmura Charles, « à quoi m'en tenir une fois dans ma vie. »« Qu'on amène monsieur de Mouy, » dit d'Alençon. « Vous le saurez. Monsieur de Mouy doit être pris. »« Monsieur de Mouy est-il parmi les prisonniers ?» demanda le roi. Henri eut un mouvement d'inquiétude et échangea un regard avec Marguerite. Mais ce moment fut de courte durée. Aucune voix ne répondit. « Monsieur de Mouy n'est point parmi les prisonniers, » dit monsieur de Nancey. « Quelques-uns de nos hommes croient l'avoir vu, mais aucun n'en est sûr. » D'Alençon murmura un blasphème. « Hé !» dit Marguerite en montrant la Mole et Coconas, qui avaient entendu tout le dialogue, et sur l'intelligence desquels elle croyait pouvoir compter. « Sire, voici 2 gentilshommes de monsieur d'Alençon. Interrogez-les, ils répondront. » Le duc sentit le coup. « Je les ai fait arrêter justement pour prouver qu'ils ne sont point à moi, » dit le duc. Le roi regarda les 2 amis et tressaillit en revoyant la Mole. « Oh oh, encore ce Provençal, dit-il. » Coconas salua gracieusement. « Que faisiez-vous quand on vous a arrêté ?» dit le roi. « Sire, nous devisions de faits de guerre et d'amour. »« À cheval, armés jusqu'aux dents, prêts à fuir ?»« Non pas, sire, dit Coconas, et votre majesté est mal renseignée. Nous étions couchés sous l'ombre d'un hêtre. »« Sub tegmine fagi. »« Ah, vous étiez couchés sous l'ombre d'un hêtre. » Et nous eussions même pu fuir si nous avions cru avoir en quelque façon encouru la colère de votre majesté. Voyons, messieurs, sur votre parole de soldat, dit Coconas en se retournant vers les chevaux légers, croyez-vous que si nous l'eussions voulu, nous pouvions nous échapper ? Le fait est, dit le lieutenant, que ces messieurs n'ont pas fait un mouvement pour fuir. Parce que leurs chevaux étaient loin, dit le duc d'Alençon. J'en demande humblement pardon à monseigneur, dit Coconas, mais j'avais le mien entre les jambes,
et mon ami le comte Lérac de la Mole tenait le sien par la bride. « Est-ce vrai, messieurs ?» dit le roi. « C'est vrai, sire, » répondit le lieutenant. « Monsieur de Coconas, en nous apercevant, est même descendu du sien. » Coconas grimaça un sourire qui signifiait « Vous voyez bien, sire. » « Mais ces chevaux de main, mais ces mules, mais ces coffres dont elles sont chargées ?» demanda François. « Eh bien, dit Coconas, est-ce que nous sommes des valets d'écurie ? Faites chercher le palefrenier qui les gardait. » « Il n'y est pas, dit le duc furieux. « Alors, c'est qu'il aura pris peur et se sera sauvé, reprit Coconas. On ne peut pas demander à un manant d'avoir le calme d'un gentilhomme. » « Toujours le même système, dit d'Alençon en grinçant des dents. « Heureusement, sire, je vous ai prévenu que ces messieurs, depuis quelques jours, n'étaient plus à mon service. »« Moi, dit Coconas, j'aurais le malheur de ne plus appartenir à votre Altesse. Eh, morbleu, monsieur, vous le savez mieux que personne, puisque vous m'avez donné votre démission dans une lettre assez impertinente que j'ai conservée, Dieu merci, et que par bonheur j'ai sur moi. »« Oh, dit Coconas, j'espérais que votre Altesse m'avait pardonné une lettre écrite dans un premier mouvement de mauvaise humeur. J'avais appris que votre Altesse avait voulu, dans un corridor du Louvre, étrangler mon ami la Mole. »« Eh bien, interrompit le roi, que dit-il donc ?»« J'avais cru que votre Altesse était seule, continua ingénument la Mole. Mais depuis que j'ai su que 3 autres personnes... »« Silence, dit Charles, nous sommes suffisamment renseignés. Henri, dit-il au roi de Navarre, votre parole de ne pas fuir ? Je la donne à votre majesté, sire. Retournez à Paris avec monsieur de Nançay et prenez les arrêts dans votre chambre. Vous, messieurs, continua-t-il en s'adressant aux 2 gentilshommes, rendez vos épées. La Mole regarda Marguerite. Elle sourit. Aussitôt, la Mole remit son épée au capitaine qui était le plus proche de lui. Coconas en fit autant. « Et monsieur de Mouy, l'a-t-on retrouvé ?» demanda le roi. « Non, sire, dit monsieur de Nançay. Ou il n'était pas dans la forêt, ou il s'est sauvé. »« Tant pis, dit le roi. Retournons, j'ai froid, je suis ébloui. »« Sire, c'est la colère, sans doute, dit François. »« Oui, peut-être. Mes yeux vacillent. Où sont donc les prisonniers ? Je n'y vois plus. Est-ce donc déjà la nuit ? Oh, miséricorde, je brûle ! À moi, à moi !» Et le malheureux roi, lâchant la bride de son cheval, étendant les bras, tomba en arrière, soutenu par les courtisans épouvantés de cette seconde attaque. François, à l'écart, essuyait la sueur de son front, car lui seul connaissait la cause du mal qui torturait son frère. De l'autre côté, le roi de Navarre, déjà sous la garde de monsieur de Nançay, considérait toute cette scène avec un étonnement croissant. « Eh eh !» murmura-t-il, avec cette prodigieuse intuition qui, par moments, faisait de lui un homme illuminé, pour ainsi dire. « Si j'allais me trouver heureux d'avoir été arrêté dans ma fuite !» Il regarda Margot, dont les grands yeux, dilatés par la surprise, se reportaient de lui au roi et du roi à lui. Cette fois, le roi était sans connaissance. On fit approcher une civière sur laquelle on l'étendit, on le recouvrit d'un manteau, qu'un des cavaliers détacha de ses épaules, et le cortège reprit tranquillement la route de Paris, d'où l'on avait vu partir le matin des conspirateurs allègres et un roi joyeux, et où l'on voyait rentrer un roi moribond entouré de rebelles prisonniers. Marguerite, qui dans tout cela n'avait perdu ni sa liberté de corps ni sa liberté d'esprit, fit un dernier signe d'intelligence à son mari, puis elle passa si près de la Mole que celui-ci put recueillir ces 2 mots grecs qu'elle laissa tomber. Mais déidé, c'est-à-dire « ne crains rien ». « Que t'a-t-elle dit ?» demanda Coconas. « Elle m'a dit de ne rien craindre, » répondit la Mole. « Tant pis, » murmura le Piémontais, « tant pis, cela veut dire qu'il ne fait pas bon ici pour tous. Toutes les fois que ce mot-là m'a été adressé en manière d'encouragement, j'ai reçu à l'instant même soit une balle quelque part, soit un coup d'épée dans le corps, soit un pot de fleurs sur la tête. Ne crains rien, soit en hébreu, soit en grec, soit en latin, soit en français, a toujours signifié pour moi « gare là-dessous ». « En route, messieurs », dit le lieutenant des chevaux légers. « Eh,
Sans indiscrétion, monsieur, demanda Coconas, où nous mène-t-on ? À Vincennes, je crois, dit le lieutenant. J'aimerais mieux aller ailleurs, dit Coconas. Mais enfin, on ne va pas toujours où l'on veut. Pendant la route, le roi était revenu de son évanouissement et avait repris quelques forces. À Nanterre, il avait même voulu monter à cheval, mais on l'en avait empêché. « Faites prévenir maître Ambroise Paré », dit Charles en arrivant au Louvre. Il descendit de sa litière, monta l'escalier appuyé au bras de Tavannes et il gagna son appartement où il défendit que personne le suivît. Tout le monde remarqua qu'il semblait fort grave. Pendant toute la route, il avait profondément réfléchi, n'adressant la parole à personne et ne s'occupant plus ni de la conspiration ni des conspirateurs. Il était évident que ce qui le préoccupait, c'était sa maladie. Maladie si subite, si étrange, si aiguë, et dont quelques symptômes étaient les mêmes que les symptômes qu'on avait remarqués chez son frère François II quelque temps avant sa mort. Aussi la défense faite à qui que ce fût, excepté maître Paré, d'entrer chez le roi, n'étonna-t-elle personne. La misanthropie, on le savait, était le fond du caractère du prince. Charles entra dans sa chambre à coucher, s'assit sur une espèce de chaise longue, appuya sa tête sur des coussins et, réfléchissant que maître Ambroise Paré pourrait n'être pas chez lui et tarder à venir, il voulut utiliser le temps de l'attente. En conséquence, il frappa dans ses mains. Un garde parut. « Prévenez le roi de Navarre que je veux lui parler, » dit Charles. Le garde s'inclina et obéit. Charles renversa sa tête en arrière. Une lourdeur effroyable de cerveau lui laissait à peine la faculté de lier ses idées les unes aux autres. Une espèce de nuage sanglant flottait devant ses yeux. Sa bouche était aride et il avait déjà, sans étancher sa soif, vidé toute une carafe d'eau. Au milieu de cette somnolence, la porte se rouvrit et Henri parut. M. de Nançay le suivait par derrière, mais il s'arrêta dans l'antichambre. Le roi de Navarre attendit que la porte fût refermée derrière lui. Alors il s'avança. « Sire, dit-il, vous m'avez fait demander, me voici. » Le roi tressaillit à cette voix et fit le mouvement machinal d'étendre la main. « Sire, dit Henri, en laissant ses deux mains pendre à ses côtés, votre majesté oublie que je ne suis plus son frère, mais son prisonnier. »« Ah, c'est vrai, dit Charles, merci de me l'avoir rappelé. Il y a plus. Il me souvient que vous m'avez promis, lorsque nous serions en tête-à-tête, de me répondre franchement. Je suis prêt à tenir cette promesse. Interrogez, sire. » Le roi versa de l'eau froide dans sa main et posa sa main sur son front. « Qu'y a-t-il de vrai dans l'accusation du duc d'Alençon ? Voyons, répondez, Henri. » La moitié seulement. C'était M. d'Alençon qui devait fuir, et moi qui devais l'accompagner. « Et pourquoi deviez-vous l'accompagner ? » demanda Charles. « Êtes-vous donc mécontent de moi, Henri ? Non, sire, au contraire, je n'ai qu'à me louer de votre majesté. Et Dieu qui lit dans les cœurs voit dans le mien quelle profonde affection que je porte à mon frère et à mon roi. »« Il me semble, dit Charles, qu'il n'est point dans la nature de fuir les gens que l'on aime et qui nous aiment. »« Aussi, dit Henri, je ne fuyais pas ceux qui m'aiment, je fuyais ceux qui me détestent. Votre majesté me permet-elle de lui parler à cœur ouvert ? » ?»« Parlez, monsieur. »« Ceux qui me détestent ici, sire, c'est M. d'Alençon et la reine-mère. »« Monsieur d'Alençon, je ne dis pas, reprit Charles, mais la reine-mère vous comble d'attention. C'est justement pour cela que je me défie d'elle, sire. Et bien m'en a pris de m'en défier. »« D'elle ? D'elle ou de ceux qui l'entourent ? Vous savez que le malheur des rois, sire, n'est pas toujours d'être trop mal, mais trop bien servi. Expliquez-vous, c'est un engagement pris de votre part de tout me dire. Et votre majesté voit que je l'accomplis. Continuez. Votre majesté m'aime, m'a-t-elle dit. C'est-à-dire que je vous aimais avant votre trahison, Henriot. Supposez que vous m'aimez toujours, sire. Soit. Si vous m'aimez, vous devez désirer que je vive, n'est-ce pas ? J'aurais été désespéré qu'il t'arrivât malheur. Eh bien, sire,
2 fois, votre Majesté a bien manqué de tomber dans le désespoir. Comment cela? Oui, car 2 fois, la Providence seule m'a sauvé la vie. Il est vrai que la seconde fois, la Providence avait pris les traits de votre Majesté. Et la première fois, quelle marque avait-elle prise? Celle d'un homme qui serait bien étonné de se voir confondu avec elle. De René. Oui, vous, sire. Vous m'avez sauvé du fer. Charles fronça le sourcil, car il se rappelait la nuit où il avait emmené Henriot rue des Barres. Et René, dit-il. René m'a sauvé du poison. Peste, tu as de la chance, Henriot, dit le roi en essayant un sourire dont une vive douleur fit une contraction nerveuse. Ce n'est pas là son état. 2 miracles m'ont donc sauvé, sire. Un miracle de repentir de la part du Florentin, un miracle de bonté de votre part. Eh bien, je l'avoue à votre Majesté, j'ai peur que le ciel ne se lasse de faire des miracles, et j'ai voulu fuir en raison de cet axiome. Aide-toi, le ciel t'aidera. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, Henri? En vous disant ces mêmes paroles hier, j'étais un dénonciateur. Et en me les disant aujourd'hui, c'est autre chose. Je suis accusé et je me défends. Es-tu sûr de cette première tentative, Henriot? Aussi sûr que de la seconde. Et l'on a tenté de t'empoisonner? On l'a tenté. Avec quoi? Avec de l'opiat. Et comment empoisonne-t-on avec de l'opiat? Dame, sire, demandez à René. On empoisonne bien avec des gants. Charles fronça le sourcil. Puis, peu à peu, sa figure se dérida. Oui, oui, dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. C'est dans la nature des êtres créés de fuir la mort. Pourquoi donc l'intelligence ne ferait-elle pas ce que fait l'instinct? Eh bien, sire, demanda Henri, votre Majesté est-elle contente de ma franchise, et croit-elle que je lui ai tout dit? Oui, Henriot, oui, et tu es un brave garçon. Et tu crois alors que ceux qui t'en voulaient ne se sont point lassés, que de nouvelles tentatives auraient été faites? Sire, tous les soirs, je m'étonne de me trouver encore vivant. C'est parce qu'on sait que je t'aime, vois-tu, Henriot, qu'ils veulent te tuer. Mais sois tranquille, ils seront punis de leur mauvais vouloir. En attendant, tu es libre. Libre de quitter Paris, sire? Demanda Henri. Non pas, tu sais bien qu'il m'est impossible de me passer de toi. Eh, 1000 noms d'un diable, il faut bien que j'aie quelqu'un qui m'aime. Alors, sire, si votre Majesté me garde près d'elle, qu'elle veuille bien m'accorder une grâce. Laquelle? C'est de ne point me garder à titre d'ami, mais à titre de prisonnier. Comment de prisonnier? Eh oui, votre Majesté ne voit-elle pas que c'est son amitié qui me perd? Et tu aimes mieux ma haine? Une haine apparente? Sire, cette haine me sauvera, tant qu'on me croira en disgrâce, on aura moins hâte de me voir mort. Henriot, dit Charles, je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas quel est ton but, mais si tes désirs ne s'accomplissent point, si tu manques le but que tu te proposes, je serai bien étonné. Je puis donc compter sur la sévérité du roi? Oui. Alors je suis plus tranquille. Maintenant, qu'ordonne votre Majesté? Rentre chez toi, Henriot. Moi, je suis souffrant, je vais voir mes chiens et me mettre au lit. Sire, dit Henri, votre Majesté aurait dû faire venir un médecin. Son indisposition d'aujourd'hui est peut-être plus grave qu'elle ne pense. J'ai fait venir maître Ambroise Paré, Henriot. Alors, je m'éloigne plus tranquille. Sur mon âme, dit le roi, je crois que de toute ma famille, tu es le seul qui m'aime véritablement. Est-ce bien votre opinion, sire? Foi de gentilhomme. Eh bien, recommandez-moi à M. de Nançay comme un homme à qui votre colère ne donne pas un mois à vivre. C'est le moyen que je vous aime longtemps. « Monsieur de Nançay !» cria Charles. Le capitaine des gardes entra. « Je remets le plus grand coupable du royaume entre vos mains, » continua le roi. « Vous m'en répondrez sur votre tête. » Et Henri, la mine consternée, sortit derrière M. de Nançay. Chapitre 22. Actéon. Charles, resté seul,
s'étonna de n'avoir pas vu paraître l'un ou l'autre de ses deux fidèles. Ces deux fidèles étaient sa nourrice Madeleine et son lévrier Actéon. « La nourrice sera allée chanter ses psaumes chez quelques huguenots de sa connaissance, se dit-il. Et Actéon me boude encore du coup de fouet que je lui ai donné ce matin. » En effet, Charles prit une bougie et passa chez la bonne femme. La bonne femme n'était pas chez elle. Une porte de l'appartement de Madeleine donnait, on se le rappelle, dans le cabinet des armes. Il s'approcha de cette porte. Mais, dans le trajet, une de ces crises qu'il avait déjà éprouvées et qui semblait s'abattre sur lui tout à coup, le reprit. Le roi souffrait comme si l'on eût fouillé ses entrailles avec un fer rouge. Une soif inextinguible le dévorait. Il vit une tasse de lait sur une table, l'avala d'un trait et se sentit un peu calmé. Alors il reprit la bougie qu'il avait posée sur un meuble et entra dans le cabinet. À son grand étonnement, Actéon ne vint pas au-devant de lui. L'avait-on enfermé ? En ce cas, il sentirait que son maître est revenu de la chasse et hurlerait. Charles appela, siffla. Rien ne parut. Il fit 4 pas en avant, et comme la lumière de la bougie parvenait jusqu'à l'angle du cabinet, il aperçut dans cet angle une masse inerte étendue sur le carreau. « Holà, Actéon ! Holà !» dit Charles, et il siffla de nouveau. Le chien ne bougea point. Charles courut à lui et le toucha. Le pauvre animal était raide et froid. De sa gueule, contractée par la douleur, quelques gouttes de fiel étaient tombées, mêlées à une bave écumeuse et sanglante. Le chien avait trouvé dans le cabinet une barrette de son maître et il avait voulu mourir en appuyant sa tête sur cet objet qui lui représentait un ami. À ce spectacle, qui lui fit oublier ses propres douleurs et lui rendit toute son énergie, la colère bouillonna dans les veines de Charles. Il voulut crier, mais enchaînés qu'ils sont dans leur grandeur, les rois ne sont pas libres de ce premier mouvement que tout homme fait tourner au profit de sa passion ou de sa défense. Charles réfléchit qu'il y avait là quelque trahison et se tut. Alors il s'agenouilla devant son chien et examina le cadavre d'un œil expert. L'œil était vitreux, la langue rouge et criblée de pustules. C'était une étrange maladie, et qui fit frissonner Charles. Le roi remit ses gants, qu'il avait ôtés et passés à sa ceinture, souleva la lèvre livide du chien pour examiner les dents, et aperçut dans les interstices quelques fragments blanchâtres accrochés aux pointes des crocs aigus. Il détacha ces fragments et reconnut que c'était du papier. Près de ce papier, l'enflure était plus violente. Les gencives étaient tuméfiées et la peau était rongée comme par du vitriol. Charles regarda attentivement autour de lui. Sur le tapis gisaient 2 ou 3 parcelles de papier semblables à celui qu'il avait déjà reconnu dans la bouche du chien. L'une de ces parcelles, plus large que les autres, offrait des traces d'un dessin sur bois. Les cheveux de Charles se hérissèrent sur sa tête. Il reconnut un fragment de cette image représentant un seigneur chassant au vol et qu'Actéon avait arraché de son livre de chasse. « Ah !» dit-il en pâlissant, « le livre était empoisonné. » Puis, tout à coup, rappelant ses souvenirs, « 1000 démons !» s'écria-t-il. « J'ai touché chaque page de mon doigt, et à chaque page, j'ai porté mon doigt à ma bouche pour le mouiller. Ces évanouissements, ces douleurs, ces vomissements, je suis mort. » Charles demeura un instant immobile sous le poids de cette effroyable idée. Puis, se relevant avec un rugissement sourd, il s'élança vers la porte de son cabinet. « Maître René !» cria-t-il. « Maître René le Florentin ! Qu'on court au pont Saint-Michel et qu'on me l'amène. Dans 10 minutes, il faut qu'il soit ici. Que l'un de vous monte à cheval et prenne un cheval demain pour être plutôt de retour. Quant à maître Ambroise Paré, s'il vient, vous le ferez attendre. » Un garde partit tout courant pour obéir à l'ordre donné. « Oh » murmura Charles, « quand je devrais faire donner la torture à tout le monde, je saurais qui a donné ce livre à Henriot. » Et, la sueur au front, les mains crispées, la poitrine haletante, Charles demeura les yeux fixés sur le cadavre de son chien. 10 minutes après, le Florentin heurta timidement, et non sans inquiétude, à la porte du roi.
Il est de certaines consciences pour lesquelles le ciel n'est jamais pur. « Entrez !» dit Charles. Le parfumeur parut. Charles marcha à lui, l'air impérieux et la lèvre crispée. « Votre Majesté m'a fait demander, » dit René, tout tremblant. « Vous êtes habile chimiste, n'est-ce pas ?»« Sire. »« Et vous savez tout ce que savent les plus habiles médecins ?»« Votre Majesté exagère. »« Non, ma mère me l'a dit. D'ailleurs, j'ai confiance en vous, et j'ai mieux aimé vous consulter, vous, que tout autre. Tenez, continua-t-il en démasquant le cadavre du chien. Regardez, je vous prie, ce que cet animal a entre les dents, et dites-moi de quoi il est mort. » Pendant que René, la bougie à la main, se baissait jusqu'à terre, autant pour dissimuler son émotion que pour obéir au roi, Charles, debout, les yeux fixés sur cet homme, attendait avec une impatience facile à comprendre la parole qui devait être sa sentence de mort ou son gage de salut. René tira une espèce de scalpel de sa poche, l'ouvrit et, du bout de la pointe, détacha de la gueule du lévrier les parcelles de papier adhérentes à ses gencives et regarda longtemps et avec attention le fiel et le sang que distillait chaque plaie. « Sire, dit-il en tremblant, voilà de bien tristes symptômes. » Charles sentit un frisson glacé courir dans ses veines et pénétrer jusqu'à son cœur. « Oui, dit-il, ce chien a été empoisonné, n'est-ce pas ? J'en ai peur, sire. » Et avec quel genre de poison ? Avec un poison minéral, à ce que je suppose. Pourriez-vous acquérir la certitude qu'il a été empoisonné ? Oui, sans doute, en l'ouvrant et en examinant l'estomac. Ouvrez-le, je ne veux conserver aucun doute. Il faudrait appeler quelqu'un pour m'aider. Je vous aiderai, moi, dit Charles. Vous, sire ? Oui, moi. Et s'il est empoisonné, quels symptômes trouverons-nous ? Des rougeurs et des herborisations dans l'estomac. Allons, dit Charles, à l'œuvre. René, d'un coup de scalpel, ouvrit la poitrine du lévrier et l'écarta avec force de ses deux mains, tandis que Charles, un genou en terre, éclairait d'une main crispée et tremblante. « Voyez, sire, dit René, voyez, voici des traces évidentes. Ces rougeurs sont celles que je vous ai prédites. Quant à ces veines sanguinolentes, qui semblent les racines d'une plante, c'est ce que je désignais sous le nom d'herborisation. Je trouve ici tout ce que je cherchais. Ainsi, le chien est empoisonné ? Oui, sire. Avec un poison minéral, selon toute probabilité. Et qu'éprouverait un homme qui, par mégarde, aurait avalé de ce même poison ? Une grande douleur de tête, des brûlures intérieures, comme s'il eût avalé des charbons ardents, des douleurs d'entrailles, des vomissements. Et aurait-il soif ? Demanda Charles. Une soif inextinguible. C'est bien cela, murmura le roi. Sire, je cherche en vain le but de toutes ces demandes. À quoi bon le chercher ? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Répondez à nos questions, voilà tout. Que votre Majesté m'interroge. Quel est le contrepoison à administrer à un homme qui aurait avalé la même substance que mon chien ? René réfléchit un instant. Il y a plusieurs poisons minéraux, dit-il. Je voudrais bien, avant de répondre, savoir duquel il s'agit. Votre Majesté a-t-elle quelque idée de la façon dont son chien a été empoisonné ? Oui, dit Charles. Il a mangé une feuille d'un livre. Une feuille d'un livre ? Oui. Et votre Majesté a-t-elle ce livre ? Le voilà, dit Charles, en prenant le manuscrit de chasse sur le rayon où il l'avait placé et en le montrant à René. René fit un mouvement de surprise qui n'échappa point au roi. « Il a mangé une feuille de ce livre ?» balbutia René. « Celle-ci. » Et Charles montra la feuille déchirée. « Permettez-vous que j'en déchire une autre, sire ?»« Faites. » René déchira une feuille, l'approcha de la bougie. Le papier prit feu et une forte odeur aliacée se répandit dans le cabinet. « Il a été empoisonné avec une mixture d'arsenic, dit-il. « Vous en êtes sûr ? Comme si je l'avais préparé moi-même. » « Et le contrepoison ?» René secoua la tête. « Comment ? Dit Charles d'une voix rauque. « Vous ne connaissez pas de remède ? » « Le meilleur et le plus efficace est des blancs d'œufs battus dans du lait, mais quoi ?
Mais il faudrait qu'il fût administré aussitôt. Sans cela, sire, c'est un poison terrible, reprit encore une fois René. Il ne tue pas tout de suite, cependant, dit Charles. Non, mais il tue sûrement, peu importe le temps qu'on met à mourir. Et quelquefois même, c'est un calcul. Charles s'appuya sur la table de marbre. Maintenant, dit-il, en posant la main sur l'épaule de René. Vous connaissez ce livre ? Moi, sire, dit René en pâlissant. Oui, vous. En l'apercevant, vous vous êtes trahi. Sire, je vous jure. René, dit Charles, écoutez bien ceci. Vous avez empoisonné la reine de Navarre avec des gants. Vous avez empoisonné le prince de Porcian avec la fumée d'une lampe. Vous avez essayé d'empoisonner monsieur de Condé avec une pomme de senteur. René, je vous ferai enlever la chair lambeau par lambeau avec une tenaille rougie si vous ne me dites pas à qui appartient ce livre. Le Florentin vit qu'il n'y avait pas à plaisanter avec la colère de Charles IX et résolut de payer d'audace. « Et si je dis la vérité, sire, qui me garantira que je ne serai pas puni plus cruellement encore que si je me tais ? Moi, me donnerez-vous votre parole royale ? Foi de gentilhomme, vous aurez la vie sauve, dit le roi. En ce cas, ce livre m'appartient, dit-il. À vous ? Fit Charles en se reculant et en regardant l'empoisonneur d'un œil égaré. Oui, à moi. Et comment est-il sorti de vos mains ? C'est Sa Majesté la Reine-Mère qui l'a pris chez moi. La Reine-Mère ? S'écria Charles. Oui, mais dans quel but ? Dans le but, je crois, de le faire porter au roi de Navarre, qui avait demandé au duc d'Alençon un livre de ce genre pour étudier la chasse au vol. Oh ! S'écria Charles. C'est cela. Je tiens tout. Ce livre, en effet, était chez Henriot. Il y a une destinée, et je la subis. En ce moment, Charles fut pris d'une toux sèche et violente, à laquelle succéda une nouvelle douleur d'entrailles. Il poussa 2 ou 3 cris étouffés et se renversa sur sa chaise. « Qu'avez-vous, sire ?» demanda René d'une voix épouvantée. « Rien, dit Charles. Seulement, j'ai soif. Donnez-moi à boire. » René emplit un verre d'eau et le présenta d'une main tremblante à Charles, qui l'avala d'un seul trait. « Maintenant, dit Charles, prenant une plume et la trempant dans l'encre, écrivez sur ce livre. »« Que faut-il que j'écrive ? » ?»« Ce que je vais vous dicter. Ce manuel de chasse au vol a été donné par moi à la reine-mère Catherine de Médicis. » René prit la plume et écrivit. « Et maintenant, signez. » Le Florentin signa. « Vous m'avez promis la vie sauve, dit le parfumeur. Et, de mon côté, je vous tiendrai parole. Mais, dit René, du côté de la reine-mère. »« Oh, de ce côté, dit Charles, cela ne me regarde plus. Si l'on vous attaque, défendez-vous. Sire, puis-je quitter la France quand je croirai ma vie menacée ? Je vous répondrai à cela dans 15 jours. Mais, en attendant... » Charles posa, en fronçant le sourcil, son doigt sur ses lèvres livides. « Oh, soyez tranquille, sire !» Et, trop heureux d'en être quitte à si bon marché, le Florentin s'inclina et sortit. Derrière lui, la nourrice apparut à la porte de sa chambre. « Qu'y a-t-il donc, mon Charlot ?» dit-elle. « Nourrice, il y a que j'ai marché dans la rosée et que cela m'a fait mal. »« En effet, tu es bien pâle, mon Charlot. »« C'est que je suis bien faible. Donne-moi le bras, nourrice, pour aller jusqu'à mon lit. » La nourrice s'avança vivement. Charles s'appuya sur elle et gagna sa chambre. « Maintenant, dit Charles, je me mettrai au lit tout seul. »« Et si maître Ambroise Paré vient, tu lui diras que je vais mieux et que je n'ai plus besoin de lui. Mais en attendant, que prendras-tu ? » « Oh, une médecine bien simple, dit Charles, des blancs d'œufs battus dans du lait. À propos, nourrice, continua-t-il, ce pauvre Actéon est mort. Il faudra, demain matin, le faire enterrer dans un coin du jardin du Louvre. C'était un de mes meilleurs amis. Je lui ferai faire un tombeau, si j'en ai le temps. » Chapitre 23. Le bois de Vincennes. Ainsi que l'ordre en avait été donné par Charles IX, Henri fut conduit le même soir au bois de Vincennes.
C'est ainsi qu'on appelait à cette époque le fameux château dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un débris, fragment colossal qui suffit à donner une idée de sa grandeur passée. Le voyage se fit en litière. 4 gardes marchaient de chaque côté. Monsieur de Nancey, porteur de l'ordre qui devait ouvrir à Henri les portes de la prison protectrice, marchait le premier. À la poterne du donjon, on s'arrêta. Monsieur de Nancey descendit de cheval, ouvrit la portière fermée à cadenas et invita respectueusement le roi à descendre. Henri obéit sans faire la moindre observation. Toute demeure lui semblait plus sûre que le Louvre, et 10 portes se fermant sur lui se fermaient en même temps entre lui et Catherine de Médicis. Le prisonnier royal traversa le pont-levis entre 2 soldats, franchit les 3 portes du bas du donjon et les 3 portes du bas de l'escalier. Puis, toujours précédé de monsieur de Nancey, il monta un étage. Arrivé là, le capitaine des gardes, voyant qu'il s'apprêtait encore à monter, lui dit « Monseigneur, arrêtez-vous là. »« Ah 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 !» dit Henri en s'arrêtant. « Il paraît qu'on me fait les honneurs du premier étage. »« Sire, répondit monsieur de Nancey, on vous traite en tête couronnée. »« Diable, diable, se dit Henri, 2 ou 3 étages de plus ne m'auraient aucunement humilié. Je serais trop bien ici. On se doutera de quelque chose. »« Votre Majesté veut-elle me suivre ?» dit monsieur de Nancey. « Ventre Saint-Gris, dit le roi de Navarre, vous savez bien, monsieur, qu'il ne s'agit point ici de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas, mais de ce qu'ordonne mon frère Charles. Ordonne-t-il de vous suivre ? Oui, sire. En ce cas, je vous suis, monsieur. » On s'engagea dans une espèce de corridor à l'extrémité duquel on se trouva dans une salle assez vaste, aux murs sombres et d'un aspect parfaitement lugubre. Henri regarda autour de lui avec un regard qui n'était pas exempt d'inquiétude. « Où sommes-nous ? dit-il. « Nous traversons la salle de la question, monseigneur. »« Ah ah !» fit le roi, et il regarda plus attentivement. Il y avait un peu de tout dans cette chambre. Des brocs et des chevalets, pour la question de l'eau, des coins et des maillets, pour la question des brodequins. En outre, des sièges de pierre destinés aux malheureux qui attendaient la torture faisaient à peu près le tour de la salle, et au-dessus de ces sièges, à ces sièges eux-mêmes, au pied de ces sièges, étaient des anneaux de fer scellés dans le mur sans aucune symétrie que celle de l'art tortionnaire. Mais leur proximité des sièges indiquait assez qu'ils étaient là pour attendre les membres de ceux qui seraient assis. Henri continua son chemin sans dire une parole, mais ne perdant pas un détail de tout cet appareil hideux qui écrivait, pour ainsi dire, l'histoire de la douleur sur les murailles. Cette attention à regarder autour de lui fit que Henri ne regarda point à ses pieds et trébucha. « Eh !» dit-il, « qu'est-ce donc que cela ?» Et il montrait une espèce de sillon creusé sur la dalle humide qui faisait le plancher. « C'est la gouttière, sire. »« Il pleut donc, ici ?»« Oui, sire, du sang. »« Ah, ah, dit Henri, fort bien. Est-ce que nous n'arriverons pas bientôt à ma chambre ?»« Si fait, monseigneur, nous y sommes, » dit une ombre qui se dessinait dans l'obscurité et qui devenait, à mesure qu'on s'approchait d'elle, plus visible et plus palpable. Henri, qui croyait avoir reconnu la voix, fit quelques pas et reconnut la figure. « Tiens, c'est vous, Beaulieu, dit-il. Et que diable faites-vous ici ? Sire, je viens de recevoir ma nomination au gouvernement de la forteresse de Vincennes. Eh bien, mon cher ami, votre début vous fait honneur. Un roi pour prisonnier, ce n'est point mal. Pardon, sire, reprit Beaulieu, mais avant vous, j'ai déjà reçu 2 gentilshommes. Lesquels ? Ah, pardon, je commets peut-être une indiscrétion. Dans ce cas, prenons que je n'ai rien dit. Monseigneur, on ne m'a pas recommandé le secret. Ce sont messieurs de La Mole et de Coconas. Ah, c'est vrai, je les ai vus arrêtés. Ces pauvres gentilshommes. Et comment supportent-ils ce malheur ? D'une façon tout opposée. L'un est gai, l'autre est triste. L'un chante, l'autre gémit. Et lequel gémit ? Monsieur de La Mole, sire. Ma foi, dit Henri, je comprends plutôt celui qui gémit que celui qui chante. D'après ce que j'en vois, la prison n'est pas une chose bien gaie.
Et à quel étage sont-ils logés ? Tout en haut, au 4e. Henri poussa un soupir. C'est là qu'il eût voulu être. Allons, monsieur de Beaulieu, dit Henri, ayez la bonté de m'indiquer ma chambre. J'ai hâte de m'y voir, étant très fatigué de la journée que je viens de passer. Voici, monseigneur, dit Beaulieu, montrant à Henri une porte toute ouverte. Numéro 2, dit Henri. Et pourquoi pas le numéro 1 ? Parce qu'il est retenu, monseigneur. Ah, il paraît alors que vous attendez un prisonnier de meilleure noblesse que moi ? Je n'ai pas dit, monseigneur, que ce fût un prisonnier. Et qui est-ce donc ? Que monseigneur n'insiste point, car je serais forcé de manquer, en gardant le silence, à l'obéissance que je lui dois. Ah, c'est autre chose, dit Henri, et il devint plus pensif encore qu'il n'était. Ce numéro 1 l'intriguait visiblement. Au reste, le gouverneur ne démentit pas sa politesse première. Avec 1000 précautions oratoires, il installa Henri dans sa chambre, lui fit toutes ses excuses des commodités qui pouvaient lui manquer, plaça 2 soldats à sa porte et sortit. « Maintenant, dit le gouverneur s'adressant au guichetier, passons aux autres. » Le guichetier marcha devant. On reprit le même chemin qu'on venait de faire, on traversa la salle de la question, on franchit le corridor, on arriva à l'escalier. Et toujours suivant son guide, M. de Beaulieu monta 3 étages. En arrivant au haut de ces 3 étages, qui, y compris le premier, en faisaient 4, le guichetier ouvrit successivement 3 portes ornées chacune de 2 serrures et de 3 énormes verrous. Il touchait à peine à la 3e porte que l'on entendit une voix joyeuse qui s'écriait « Hé, mordi, ouvrez donc, quand ce ne serait que pour donner de l'air. Votre poêle est tellement chaud qu'on étouffe ici. » Et Coconas, qu'à son juron favori le lecteur a déjà reconnu sans doute, ne fit qu'un bond de l'endroit où il était jusqu'à la porte. « Un instant, mon gentilhomme, dit le guichetier, je ne viens pas pour vous faire sortir. Je viens pour entrer, et monsieur le gouverneur me suit. »« Monsieur le gouverneur » dit Coconas, « et que vient-il faire ?»« Vous visiter. »« C'est beaucoup d'honneur qu'il me fait, » répondit Coconas. « Que monsieur le gouverneur soit le bienvenu. » Monsieur de Beaulieu entra effectivement et comprima aussitôt le sourire cordial de Coconas par une de ces politesses glaciales qui sont propres aux gouverneurs de forteresse, aux geôliers et aux bourreaux. « Avez-vous de l'argent, monsieur ?» demanda-t-il au prisonnier. « Moi ?» dit Coconas. « Pas un écu. »« Des bijoux ?»« J'ai une bague. »« Voulez-vous permettre que je vous fouille ?» « Mordi !» s'écria Coconas, rougissant de colère. « Bien vous prend d'être en prison, et moi aussi. »« Il faut tout souffrir pour le service du roi. »« Mais, dit le Piémontais, les honnêtes gens qui dévalisent sur le Pont-Neuf sont donc, comme vous, au service du roi ? Mordi, j'étais bien injuste, monsieur, car jusqu'à présent, je les avais pris pour des voleurs. »« Monsieur, je vous salue, dit Beaulieu. »« Geôlier, enfermez monsieur. » Le gouverneur s'en alla emportant la bague de Coconas, laquelle était une fort belle émeraude que madame de Nevers lui avait donnée pour lui rappeler la couleur de ses yeux. « À l'autre, dit-il en sortant. » On traversa une chambre vide, et le jeu des 3 portes, des 6 serrures et des 9 verrous recommença. La dernière porte s'ouvrit, et un soupir fut le premier bruit qui frappa les visiteurs. La chambre était plus lugubre encore d'aspect que celle d'où M. de Beaulieu venait de sortir. 4 meurtrières longues et étroites, qui allaient en diminuant de l'intérieur à l'extérieur, éclairaient faiblement ce triste séjour. De plus, des barreaux de fer croisés, avec assez d'art pour que la vue fût sans cesse arrêtée par une ligne opaque, empêchaient que par les meurtrières, le prisonnier pût même voir le ciel. Des filets ogiviques partaient de chaque angle de la salle et allaient se réunir au milieu du plafond, où ils s'épanouissaient en rosaces. La Mole était assis dans un coin, et malgré la visite et les visiteurs, il resta comme s'il n'eût rien entendu. Le gouverneur s'arrêta sur le seuil et regarda un instant le prisonnier qui demeurait immobile, la tête dans ses mains. « Bonsoir, monsieur de la Mole, » dit Beaulieu. Le jeune homme leva lentement la tête. « Bonsoir, monsieur, » dit-il. « Monsieur, » continua le gouverneur, « je viens vous fouiller. »
C'est inutile, dit la Mole. Je vais vous remettre tout ce que j'ai. Qu'avez-vous ? 300 écus environ. Ces bijoux, ces bagues. Donnez, monsieur, dit le gouverneur. Voici. La Mole retourna ses poches, dégarnit ses doigts et arracha l'agrafe de son chapeau. N'avez-vous rien de plus ? Non, pas que je sache. Et ce cordon de soie serré à votre cou, que porte-t-il ? Demanda le gouverneur. Monsieur, ce n'est pas un joyau, c'est une relique. Donnez. Comment ? Vous exigez ? J'ai ordre de ne vous laisser que vos vêtements, et une relique n'est point un vêtement. La Mole fit un mouvement de colère, qui, au milieu du calme douloureux et digne qui le distinguait, parut plus effrayant encore à ces gens habitués aux rudes émotions. Mais il se remit presque aussitôt. « C'est bien, monsieur, dit-il, et vous allez voir ce que vous demandez. » Alors, se détournant comme pour s'approcher de la lumière, il détacha la prétendue relique, laquelle n'était autre qu'un médaillon contenant un portrait qu'il tira du médaillon et qu'il porta à ses lèvres. Mais après l'avoir baisé à plusieurs reprises, il feignit de le laisser tomber, et, appuyant violemment dessus le talon de sa botte, il l'écrasa en 1000 morceaux. « Monsieur, dit le gouverneur, et il se baissa pour voir s'il ne pourrait pas sauver de la destruction l'objet inconnu que la Mole voulait lui dérober. Mais la miniature était littéralement en poussière. « Le roi voulait avoir ce joyau, dit la Mole, mais il n'avait aucun droit sur le portrait qu'il renfermait. Maintenant, voici le médaillon, vous le pouvez prendre. »« Monsieur, dit Beaulieu, je me plaindrai au roi. » Et sans prendre congé du prisonnier par une seule parole, il se retira si courroucé qu'il laissa au guichetier le soin de fermer les portes sans présider à leur fermeture. Le geôlier fit quelques pas pour sortir, et voyant que M. de Beaulieu descendait déjà les premières marches de l'escalier, « Ma foi, monsieur, dit-il en se retournant, bien m'en a pris de vous inviter à me donner tout de suite les 100 écus, moyennant lesquels je consens à vous laisser parler à votre compagnon. Car si vous ne les aviez pas donnés, le gouvernement vous les eût pris avec les 300 autres, et ma conscience ne me permettrait plus de rien faire pour vous. Mais j'ai été payé d'avance. Je vous ai promis que vous verriez votre camarade. Venez, un honnête homme n'a que sa parole. Seulement, si cela est possible, autant pour vous que pour moi, ne causez pas politique. » La Mole sortit de sa chambre et se trouva en face de Coconas qui arpentait les dalles de la chambre du milieu. Les deux amis se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Le guichetier fit semblant de s'essuyer le coin de l'œil et sortit pour veiller à ce qu'on ne surprît pas les prisonniers, ou plutôt à ce qu'on ne le surprît pas lui-même. « Ah, te voilà, dit Coconas. Eh bien, cet affreux gouverneur t'a fait sa visite. Comme à toi, je présume. Et il t'a tout pris. Comme à toi aussi. »« Oh, moi, je n'avais pas grand-chose. Une bague de Henriette, voilà tout. »« Et de l'argent comptant ? » ?»« J'avais donné tout ce que je possédais à ce brave homme de guichetier pour qu'il nous procurât cette entrevue. »« Ah, dit la Mole, il paraît qu'il reçoit des deux mains. »« Tu l'as donc payé aussi, toi ? » ?»« Je lui ai donné 100 écus. »« Tant mieux que notre guichetier soit un misérable. »« Sans doute. On en fera tout ce qu'on voudra avec de l'argent, et, il faut l'espérer, l'argent ne nous manquera point. Maintenant, comprends-tu ce qui nous arrive ? Parfaitement. Nous avons été trahis par cet exécrable duc d'Alençon. J'avais bien raison de vouloir lui tordre le cou, moi. Et crois-tu que notre affaire est grave ? J'en ai peur. Ainsi, il y a à craindre la question. Je ne te cache pas que j'y ai déjà songé. Que dirais-tu si on en vient là ? Et toi ? Moi, je garderai le silence, répondit la Mole avec une rougeur fébrile. Tu te tairas ? S'écria Coconas. Oui, si j'en ai la force. Eh bien, moi, dit Coconas, si on me fait cette infamie, je te garantis que je dirai bien des choses. Mais quelles choses ? Demanda vivement la Mole. Oh, sois tranquille. De ces choses qui empêcheront pendant quelque temps M. d'Alençon de dormir. La Mole allait répliquer lorsque le geôlier, qui sans doute avait entendu quelque bruit, accourut, poussa chacun des deux amis dans sa chambre et referma la porte sur lui. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.